Partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre ces actualités. Commençons cette édition du journal par cette nouvelle. Au Conseil de sécurité ce vendredi, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a tiré la sonnette d'alarme. Il estime que la situation dans l'est de la République démocratique du Congo menace désormais la stabilité de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Il appelle les États concernés à désamorcer les tensions et à renforcer les efforts diplomatiques. Il est ici. Monsieur le Président, comme l'indique le dernier rapport du secrétaire général, la République démocratique du Congo continue à faire face à une crise sécuritaire et humanitaire dont les populations civiles dans les zones affectées sont les premières victimes. Ces derniers jours, la nouvelle offensive lancée par l'AFC M23 dans le sud Kivu a réveillé le spectre d'un embrasement régional aux conséquences incalculables. Les développements récents font peser un risque sérieux de fragmentation de la République démocratique du Congo, notamment dans sa partie orientale. L'expansion territoriale de l'AFC M23, l'établissement d'administrations parallèles et l'affaiblissement de la présence étatique dans certaines zones alimentent une dynamique qui menace directement l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Parallèlement, le conflit connaît une régionalisation de plus en plus marquée. L'implication directe ou indirecte de forces et de groupes armés en provenance de pays voisins ainsi que les mouvements transfrontaliers de populations déplacées et de combattants accroissent considérablement le risque d'un embrasement régional. Cette évolution ne menace pas uniquement la stabilité de l'Est de la RDC, mais celle de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Au cours de ces conseils, les États-Unis ont désigné le Rwanda comme responsable de la déstabilisation de l'Est de la RDC. Selon Washington, le président Kagame aurait participé à la planification et à l'exécution de la guerre dans cette région. Les États-Unis menacent d'utiliser tous les outils à leur disposition pour tenir Kigali responsable et exigent le retrait immédiat des forces rwandaises du territoire congolais. Suivez les propos de son représentant. Le président Tshisekedi et le président Kagame à Washington le 4 décembre pour la signature des accords de Washington et du cadre d'intégration économique régionale. Il s'agissait là d'un signal clair et d'un effort en faveur de la paix. Toutefois, les processus de paix nécessitent que les parties honorent leurs engagements au titre de ces processus. Les États-Unis sont profondément préoccupés et extrêmement déçus au vu de la reprise des violences dans l'est de la RDC. J'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations supplémentaires quant à l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda à l'évolution de la situation dans l'est de la RDC. Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23, et l'aile politique du M23, l'AFC, et a contrôler le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président Kigali y a intimement participé à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en apportant des instructions militaires et politiques depuis des années. Les forces de défense rwandaises ont reçu une aide matérielle en matière de logistique et de formation, ont fourni une aide au M23 et ont envoyé 5 à 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Ces derniers mois, le Rwanda a déployé plusieurs missiles sol-air et des armes sophistiquées dans le nord et le sud Kivu afin d'aider le M23 dans son conflit face à la RDC. Le Rwanda et le M23 ont entamé leur offensive le week-end dernier afin de prendre Uvira avec les forces rwandaises qui étaient situées elles aussi sur le front. Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises, avec des frappes, y compris dans le Burundi.
Alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité croissante et vers la guerre. Et au vu des engagements pris dans les accords de Washington, nous sommes préoccupés de ce que l'armée rwandaise, de par sa présence continue dans la RDC en appui du M23, intervient. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions. Le Rwanda doit reconnaître le droit du gouvernement du RDC à défendre son territoire et son droit souverain à faire en sorte que les forces rwandaises se retirent de ce territoire. Nous échangeons avec toutes les parties pour appeler à la retenue et pour éviter une escalade plus avant, et notamment pour empêcher une rhétorique hostile aux Tutsis. Alors que l'on négocie du mandat de la MONUSCO, les États-Unis veilleront à ce que la mission soit dotée des capacités suffisantes pour apporter une aide aussi bien au processus de Doha que celui de Washington, en gardant à l'esprit que les parties sont responsables de la réussite de la mise en œuvre. Et nous comptons sur le soutien de ce Conseil à l'heure de négocier de ce mandat. La capacité de Selon le président burundais Evariste Ndayishimiye, l'Afrique est convoitée par ses immenses richesses. Il dénonce l'ingérence des puissances étrangères qui attisent des conflits dans l'ombre, notamment dans des pays comme la RDC, tandis que la communauté internationale reste silencieuse face à ces crises. Suivez ces propos. Presque toute l'Afrique est confrontée à une guerre géopolitique et idéologique de grande ampleur. Certes, sur la grande partie du continent africain, on n'entend pas des crépitements des armes. Mais je dois vous avouer que la guerre d'aujourd'hui est plus subtile et plus complexe que nous le pensons. L'Afrique est l'objet de convoitises multiformes. Mais pour pouvoir mettre la main sur les immenses richesses du continent, les géants de son monde attisent le fait et les conflits. Ils nous mènent une guerre de l'ombre. Ils ne se laissent pas voir, mais ils sont là, cachés, déguisés et ils nous distraient. Dans un tel contexte, les pays comme la RDC ici à côté peuvent se faire agresser et vivre des conflits interminables pendant que la communauté internationale regarde ailleurs alors que nos crises semblent inaudibles. Les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et les autres pays du Sahel peuvent se retrouver confrontés à l'insécurité djihadiste pendant des années sans que la communauté internationale ou régionale n'intervienne pour ramener l'ordre en guise de solidarité. Des soulèvements populaires éclatent dans des pays traditionnellement très paisibles. Et à la fin, on découvre que l'argent qui était destiné à l'aide au développement a servi à financer le changement des régimes peu favorables aux intérêts des puissants. Des leaders politiques qui pourtant devraient contribuer au maintien de la paix et à la stabilité deviennent des acteurs de destruction de leur pays pour raison d'être au sommet de l'État. Oui, je suis d'avis que ceux qui disent que tout n'est pas rose en Afrique, mais il n'y a aucun problème social, politique ou économique qui ne puisse trouver une solution pacifique. C'est toujours le dialogue qui finit par ramener la paix. Je crois que le Burundi a connu l'une des plus longues guerres civiles d'Afrique, mais c'est le dialogue qui a apporté la solution durable. La situation des réfugiés congolais au Burundi devient de plus en plus préoccupante suite à l'occupation d'Uvira par l'F-23. À un peu plus d'une semaine, les combats entre les forces armées de la RDC et leurs alliés d'une part et l'F-23 d'autre part ont provoqué le déplacement de plus de 2000 personnes selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA. Par ailleurs, des dizaines de milliers d'autres Congolais ont cherché refuge au Rwanda et au Burundi.
Face à cet afflux massif, le Burundi a finalement fermé sa frontière avec la RDC le 10 décembre dernier. En République démocratique du Congo, la plateforme politique de l'opposant Jean-Marc Kabunda a déposé hier une plainte contre le ministre des Droits humains Samuel Bemba Kabouya. Le ministre est accusé d'avoir orchestré des violences, d'avoir empêché la tenue des rassemblements de la gauche congolaise. La plainte qui évoque notamment une tentative d'assassinat a été transmise au procureur général près la Cour de cassation. Reportage. Nous sommes un collectif des avocats de la coalition de la gauche congolaise. Nous sommes venus aujourd'hui au parquet général près la Cour de cassation pour déposer une plainte contre l'actuel ministre des Droits humains, M. Samuel Mbemba, pour des faits infractionnels. Il y a plusieurs faits infractionnels en sa charge. Et voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous sommes venus déposer au nom et pour les comptes de la coalition de la gauche congolaise notre plainte. Parce que notre cliente, qui est la coalition de la gauche congolaise, par l'entremise de son président, était victime d'un attentat d'assassinat. Cet attentat, vous êtes sans ignorer que c'était dans le quartier Kanluka. Pourquoi nous doit-on M. Samuel Mbemba? M. Samuel Mbemba, avec son groupe, le 6 décembre de cette année, était au Kanluka pour attaquer à la matinée politique qui a été organisée par le président national de l'Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabunda Kabund, ainsi que la coalition de la gauche. Étant donné que nous sommes respectueux des textes de la République, nous voici aujourd'hui pour déposer une plainte afin que la justice soit dite. Voilà la quintessence de notre présence au parquet général près la Cour de cassation. C'est aujourd'hui que nous venions de déposer notre plainte. Nous attendons que la procédure administrative au niveau du parquet puisse prendre fin et que le dossier soit attribué à un magistrat. Que la justice soit faite. Si vous déposez une plainte, qu'est-ce que vous allez attendre? Que la justice soit faite. Voilà pourquoi nous sommes venus au nom pour le compte de notre cliente, qui est la coalition de la gauche congolaise, chapeautée par le président Jean-Marc Kabund, pour enfin que le parquet général puisse convoquer M. Samuel Mbemba, parce que ici nous sommes en matière pénale, nous ne sommes pas en matière civile. M. Samuel Mbemba doit venir comparaître physiquement. Il ne peut pas être représenté par un avocat, surtout que nous sommes devant le parquet, donc il doit venir comparaître. Et au moment de la confrontation, vous allez comprendre tout ce qui s'est passé dans le quartier Kanluka le 6 décembre 2025. Mais maintenant là, on a déposé et nous attendons que la justice soit. Le président de la CENI, Denis Kadima, affirme que les élections de 2023 sont déroulées dans un climat inclusif, transparent et apaisé. Exprimant lors de la clôture du projet d'appui au cycle électoral 2023-2025, il a insisté sur la nécessité de préserver l'ordre démocratique et de poursuivre les réformes engagées. Ces propos sont ici. C'est un projet financé par les bailleurs de fonds à travers le PNUD. Ils ont pris en charge certains aspects du processus électoral, notamment la prévention des conflits, la maison des élections et d'une façon générale, beaucoup d'aspects du processus électoral. Dans ce type de projet, quand on termine, on doit faire le point et clôturer. Et nous avons justement tiré des leçons de l'expérience 2023 et 2024. Et sur base de ça, nous espérons qu'il pourra y avoir des réformes pour améliorer notre système électoral. Vous savez, le projet, en tout cas, il y a eu une évaluation qui a été largement positive. Mais comme vous savez, dans tout projet, il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qu'on peut améliorer. Et dans notre cas, nous avons épinglé les progrès, nous avons épinglé ce qui a amélioré. C'est maintenant question de travailler de façon assidue pour que les faiblesses identifiées puissent être corrigées. Évidemment, l'équipe qui viendra après,
devra construire sur ce que nous avons fait. Nous pensons que l'élection qui a eu lieu en 2023 a été d'une inclusion exemplaire avec plus de 100 000 candidats. Inclusion exemplaire, transparence améliorée et c'était apaisé. Je pense que ça c'est beaucoup déjà pour notre pays. Ça nous a mis dans une routine électorale assez positive. C'est question maintenant que l'ordre démocratique demeure et qu'on consolide justement toutes ces bonnes choses qui ont été faites. Et évidemment, prendre conscience des faiblesses. Certaines faiblesses vont au-delà de la CENI elle-même, mais les autres parties prenantes doivent aussi en tenir compte, par exemple en termes de sécurisation, les décaissements de fonds, le système électoral. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer et j'espère que chacun jouera son rôle au niveau du Parlement, au niveau de la CENI, au niveau de la société civile. Clôturant ces actualités, à Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Chama, a lancé la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Plus d'1 400 000 enfants âgés de 0 à 5 ans seront vaccinés à travers la province. Les équipes de santé se déplacent de porte à porte dans les écoles et villages pour atteindre un maximum d'enfants. Reportage. Contre la poliomyélite, plus d'1 464 579, soit 95% d'enfants, sont attendus à travers toute la province de l'Ituri grâce à une stratégie porte à porte, a précisé les coordonnateurs de la division provinciale de la santé en Ituri. La campagne de co-administration, elle est avantageuse pour arrêter le poliovirus variant de type 1 et de type 2 en République démocratique du Congo. L'objectif est de vacciner au moins 95% d'enfants de 0 à 59 mois sur toute l'étendue de la province par une stratégie porte à porte. Et ainsi, nous attendrons pour cette campagne 1 464 579 enfants. Soulignant l'importance que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi accorde à la santé publique, le lieutenant-général Boyanka Chama, gouverneur de province, a invité les parents à faire vacciner leurs enfants afin de prévenir les maladies et garantir leur avenir. En vaccinant nos enfants, nous protégeons non seulement notre propre famille, mais aussi l'ensemble de notre communauté. Ensemble, nous pouvons vaincre la poliomyélite et garantir la santé de nos enfants. Notons que la vaccination est un acte de solidarité collective. Vaincre la poliomyélite, c'est aussi investir dans un futur à bonne santé pour toute une génération, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est par ici que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et des notifications pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. Au revoir.